J'étais à une petite conférence il y a environ un mois à Cambridge et il y avait une ancienne agente de la CIA présente. Elle m'a dit, dès le dîner d'introduction avant le début de la conférence, que nous devons démanteler la Russie. C'est le plan des néoconservateurs, de la CIA, de l'État profond et de tous ces groupes. En 2025, ils veulent toujours démanteler la Russie. Oui, ils le veulent. Il y avait 2 autres néoconservateurs là-bas. Et l'un des principaux points, l'une des idées centrales de la conférence, était de comprendre quels sont leurs objectifs. Et ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas de fin à cette guerre. Ils veulent vraiment une guerre perpétuelle et ils veulent démanteler la Russie. Bonjour à tous. Ici Pascal des études sur la neutralité. Aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec Tuomas Malinen, professeur associé d'économie à l'Université d'Helsinki et PDG ainsi qu'économiste en chef de JNS Economics, un cabinet de conseil en macroéconomie. Tuomas, bienvenue à nouveau. Tuomas, welcome back. Merci, ravi d'être de retour ici. Ravi de vous avoir parmi nous, car vous vous trouvez actuellement dans l'un des épicentres de la folie, à Helsinki, en Finlande. Et je pense vraiment que nous allons désormais voir beaucoup plus d'initiatives venant des pays nordiques, en particulier de la Finlande, alors que cette guerre en est autour de l'Ukraine semble prendre de nouvelles directions. Nous avons vu le sommet d'Anchorage en Alaska. Nous avons vu comment les Européens se sont tous précipités à Washington pour y être sommairement humiliés sans que nos médias n'y prêtent même attention. Et nous avons vu M. Stubb, Alexander Stubb, votre président, également présent à cette réunion. Pardon, votre président était aussi à cette réunion. Oui, c'est vrai, car le président a une fonction en matière de politique étrangère en Finlande. Pouvez-vous peut-être nous aider à comprendre ce que nous observons avec la guerre en Ukraine et le rôle de la Finlande? Comment vous l'interprétez? Eh bien, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Je crois que je l'ai déjà mentionné il y a environ un an ou quelque chose comme ça, quand nous avons parlé que l'un des premiers actes du président Stubb a été de signer un traité de défense avec l'Ukraine. Et c'était la première fois que nous concluions un traité militaire avec une nation en guerre contre la Russie depuis 1944, lors de l'accord Ryti-Ribbentrop, qui, essentiellement, dans les toutes dernières phases de notre guerre contre l'Union soviétique, nous a fourni de la nourriture et des armes, et nous a aidés à tenir bon et à repousser la grande offensive soviétique à l'été 1944. Mais c'était la chose la plus folle. Un président nouvellement élu signe un traité militaire avec un ennemi de la Russie, notre voisin immédiat. Et cela nous a donc mis sur une trajectoire particulière, pour ainsi dire. Après cela, il y a eu la rhétorique. Si l'on se concentre sur le président Stubb, sa rhétorique a été très agressive envers la Russie, ce que nous n'avions peut-être jamais entendu, même au cours de nos plus de 100 ans d'indépendance. Peut-être pendant la guerre, eh bien, je ne sais pas, même à cette époque c'était, disons, moins agressif. Mais maintenant, la situation devient vraiment étrange ici. Et ce que je constate, ce que l'on voit sur le terrain quand on circule en Finlande, et surtout à l'Est, ce sont des signes de préparation à quelque chose. À l'échelle militaire, on voit des avions, des bâtiments en construction, des aérodromes en cours d'agrandissement pour permettre l'atterrissage d'avions plus lourds. Et il y a d'autres choses encore. Il est donc difficile de dire quelle est la position de la Finlande vis-à-vis de l'Ukraine en ce moment. Mais je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment grave dans les pays nordiques. Dans le pire des cas, cela pourrait être une préparation à l'ouverture d'un nouveau front contre la Russie. Ce serait le pire scénario possible.
against Russia. That's the absolute worst case. Je veux dire, le fait que votre président ait été l'un des Européens à s'être précipité à Washington il y a 2 semaines, un lundi, c'était vraiment étrange, parce qu'il s'agissait de tous les grands, non? Y compris le secrétaire général de l'OTAN, Ursula von der Leyen, de l'UPA, puis les Allemands, les Français, les Italiens, et bien sûr Zelensky. Et puis il y avait Stubb. Et il a même ressenti le besoin de s'expliquer, n'est-ce pas? Quand le directeur lui a donné la parole, comme M. Trump, par le vrai président de l'Europe, il a dit, quand il a eu la parole, il a vraiment dit, peut-être que les gens se demandent pourquoi quelqu'un d'un petit pays comme la Finlande, comme moi, est ici. Et il a ajouté, écoutez, nous avons notre propre expérience d'avoir conclu un accord avec les Russes en 1944, quand, en gros, la guerre de continuation était aussi perdue, et que les Finlandais ont dû accepter une paix dictée, comme disent les Européens. Oui. Pour moi, c'est une chose étrange à dire. Avant tout, parce que cela laisserait entendre qu'il suppose que l'Ukraine se trouve désormais dans la même position que la Finlande en 1944, contrainte d'accepter une fin de guerre qu'elle ne souhaitait pas. Mais ensuite, cela ressemble aussi à un prétexte pour peut-être transmettre un bâton ou quelque chose du genre, comme une discussion entre le champ de bataille actuel et futur. J'espère que ce n'est pas le cas, car cela semble insensé. Mais d'un autre côté, les Européens font tellement de choses insensées que je ne serais pas surpris s'ils se préparaient, s'il y avait des préparatifs en cours, pour divers futurs tout aussi insensés. Oui, il y a un excellent extrait de la réunion avec Trump. Enfin, ce n'était pas vraiment des négociations, mais le président Trump commence à expliquer « Voilà le président Stubb ». Puis il regarde autour de lui, il est assis juste en face de lui. Il ne l'a pas reconnu tout de suite. Ensuite, « Oh, non, 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 ah oui, te voilà ». Évidemment, il ne savait pas qui il était. Il ne connaissait pas ce type. Qui êtes-vous? Et il l'a oublié une seconde fois plus tard. Oui, oui. Donc, je ne vois que 2 raisons pour lesquelles Alexander Stubb était là. La première, c'est ce que tu as proposé, qu'il soit en quelque sorte le prochain Zelensky, ou dans le pire des cas, que la guerre arrive ici. Ou alors, la deuxième raison, c'est que je deviens vraiment complotiste ces derniers temps. Je pense simplement qu'il y a des forces très sombres à l'œuvre en Europe, comme dans les années 1930 et 1940, qui poussent dans ce sens. J'ai d'ailleurs publié un article à ce sujet il y a quelques jours à peine. Mais l'autre explication, c'est que dans ce groupe, je les appelle la Coalition européenne pour la guerre, ce que je considère comme un complot, il y a quelque chose derrière tout ça. Donc, la deuxième option est que, et cela est lié, mais la deuxième option est que Stubb est devenu en quelque sorte une figure de proue dans cette conspiration, en accord avec je ne sais qui. Mais c'est l'autre explication. Il y a beaucoup de rumeurs, par exemple, selon lesquelles le roi Charles ferait partie de cela, ou serait une sorte de leader dans cette conspiration mondiale. Je ne peux rien dire à ce sujet. Mais si l'on spécule, il n'y a que quelques raisons pour lesquelles Alexander Stubb était à la Maison-Blanche et que le président Trump ne savait même pas qui il était. Donc je pense que nous n'avons que ces 2 options. La première est la tienne, comme tu l'as dit, que c'est une préparation, un passage de relais, ou alors il est une sorte de figure de proue dans cette coalition européenne pour la guerre, qui veut une nouvelle guerre en Europe. Parce que l'explication qu'il a donnée lors de cette réunion, à savoir que la Finlande a de l'expérience dans la gestion des relations avec les Russes et dans la conclusion d'un accord de paix, n'a aucun sens dans le contexte de ce que veulent les Européens. Les Européens, c'est parfaitement clair, veulent continuer,
Ils étaient à Washington pour convaincre Trump de ne pas céder à une quelconque discussion, peut-être en coulisses, avec Vladimir Poutine à Anchorage, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il a dit là-bas est à l'opposé de ce que les Européens essaient d'obtenir. D'un autre côté, la Finlande, bien sûr, a, je pense que c'est le cas de tous les États de l'UPMRM, la plus longue frontière terrestre avec la Russie. C'est un terrain très difficile sur le plan militaire. Et il est également fortifié maintenant que vous avez ces 15 bases militaires américaines. Vous avez un accord de base avec les États-Unis. Donc, en un sens, si vous voulez piéger les États-Unis en Europe, le faire dans un endroit qui a déjà des troupes américaines et qui fait partie de l'OTAN serait plus facile que dans un endroit comme l'Ukraine, qui n'en a pas. C'est un très bon point. C'est un excellent argument. Je n'y avais pas vraiment pensé de cette façon, mais c'est très pertinent. Si vous voulez tendre un piège pour les Américains, oui, pour les Américains, c'est ici qu'il faut le faire. Et ce qu'il y a dans l'exemple donné par le président Stubb, c'est que nous avons capitulé. En 1944, c'était en fait une reddition à l'Union soviétique. Nous avons même accepté une force de surveillance alliée qui était en réalité une force de surveillance soviétique pour venir en Finlande, démanteler notre armée et s'assurer que nous faisions tout ce qu'ils voulaient. Et c'est en fait ce que je pense qu'il faudrait faire en Ukraine. L'Ukraine est dans la même situation que nous à l'époque, dans le sens où si nous avions continué la guerre en 1944, notre pays aurait été anéanti, complètement détruit. Et l'Ukraine en est au même point. Et ils n'ont aucun levier. Nous n'avions aucun levier. Donc oui, mais les Européens essayent de faire en sorte qu'ils aient un certain levier. Mais en réalité, ce que Stubb a dit là est exactement le contraire de ce qui s'est réellement en 1944. Donc ça n'a aucun sens. Oui, et si vous vouliez donner des conseils sur la manière de capituler avec succès, comme la Finlande, dans le sens où elle a capitulé avec succès, elle n'a pas été intégrée à l'Union soviétique. Elle a maintenu sa souveraineté, et ainsi de suite. C'était très réussi. Nous avons perdu 11% de notre territoire. C'est vrai. Mais c'est justement là où en est l'Ukraine aujourd'hui, sur le point de perdre 20%. Mais si vous vouliez vraiment comprendre la transition, vous inviteriez des historiens, n'est-ce pas? Vous n'inviteriez pas un président finlandais belliqueux. Le problème, c'est que M. Stubb n'est pas connu pour maintenir un équilibre des pouvoirs en Europe via la Finlande. C'est tout le contraire de vos anciens premiers ministres, qui ont tous préservé la neutralité finlandaise comme politique de sécurité, reconnaissant la nécessité d'assurer la sécurité de la Russie. Je pense que vous avez mentionné les présidents précédents, mais quelque chose s'est passé en 2022-2023 dans ce pays. Notre président à l'époque était Sauli Niinistö, et il a exercé pendant 12 ans, une longue période. Nos mandats présidentiels durent 6 ans, donc il a servi pendant 12 ans, et son message constant était que si nous devions rejoindre l'OTAN, il devait y avoir un référendum. Il fallait consulter le peuple. Encore le 4 février 2022, il disait que si une adhésion pleine à l'OTAN devait avoir lieu, le peuple devait être entendu. Et 3 mois plus tard, il a déclaré que ces sondages suffisaient. Quelque chose s'est produit juste après le début de la guerre en Ukraine qui a changé le statut de la Finlande. Et la Finlande est devenue membre à part entière le 4 avril 2023. Le 4 avril 1949 est la date de la signature du premier traité de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas un hasard. Désolé. Vous confondez 2023, l'adhésion de la Finlande avec 1949. 1949, le traité fondateur de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Il a été signé le 4 avril 1949.
et nous avons adhéré en tant que membre à part entière de l'OTAN le 4 avril 2023. Ce n'est pas un hasard. Je pense que ces choses n'arrivent pas au hasard dans la politique mondiale des grandes puissances. Donc selon moi, l'adhésion de la Finlande signifiait en réalité que l'OTAN est désormais complète pour remplir l'objectif pour lequel elle a été créée. Il existe de nombreuses preuves suggérant que l'OTAN a en fait été créée comme une continuation de la guerre des nazis contre la Russie, ou quelque chose de ce genre. Il y a de nombreux petits indices circonstanciels laissant entendre que le rôle réservé à la Finlande n'est pas des plus enviables. Je me souviens des paroles d'Urho Kekkonen, votre président de longue date pendant la guerre froide, qui défendait sans relâche la politique de neutralité de la Finlande, laquelle, bien sûr, était très péjorativement qualifiée de « finlandisation » en Occident. Mais il n'a cessé de souligner qu'être neutre, c'est être indépendant, et que cela signifie trouver en permanence un équilibre entre différentes forces. Et tout cela semble avoir disparu. Et de toute évidence, il y a beaucoup de personnes en Finlande, comme à l'extérieur, dans les réseaux transatlantiques, qui souhaitent l'intégration, n'est-ce pas? Et qui croient réellement que la seule façon de traiter avec la Russie est de la menacer, et peut-être même de mener une guerre par procuration ou une guerre directe. La question à laquelle nous devons répondre est probablement quelle est la stratégie au niveau finlandais et au niveau de l'OTAN? Parce que ce que nous avons appris à travers la guerre en Ukraine, c'est que oui, l'OTAN, le parti de la guerre États-Unis-OTAN, veut mener une guerre par procuration, mais ne veut pas mener une guerre directe, n'est-ce pas? S'ils voulaient mener une guerre de l'OTAN, tout ce qu'ils auraient à faire serait que l'OTAN dise « Oui, nous envoyons des troupes », n'est-ce pas? Ça commencerait, oui. Mais nous avons vu comment l'OTAN a constamment évité cette dernière conclusion logique. Et la Finlande est maintenant membre de l'OTAN. Donc si vous provoquez réellement quelque chose via la Finlande, alors vous êtes dans la situation que l'OTAN a clairement déclarée et que les Allemands, les Français et les Italiens ont affirmé qu'ils ne voulaient absolument pas. Vous auriez une guerre directe. Alors, quelle est la logique derrière la militarisation de la Finlande au-delà de la dissuasion? C'est une très bonne question. Il ne peut y avoir d'autre logique que la préparation à la guerre. Je crois que c'était en mai, quelque chose comme ça, lorsque notre armée a annoncé qu'elle allait augmenter notre réserve de 325 000 hommes à 1 million d'ici, était-ce 2032, dans environ 5 ou 7 ans. Et c'est quelque chose que nous n'avons pas connu depuis, je pense, 1941, lorsque nous nous préparions à la guerre de continuation contre l'Union soviétique. Donc c'est un signe clair de préparation. Si vous voulez faire la paix, vous n'avez pas besoin d'1 million de personnes, un cinquième de la population sous les armes. Vous n'en avez pas besoin. On ne fait cela qu'en vue d'une guerre. Ce sont donc ces petits signes partout qui laissent entendre que nous serons les prochains. Pensez-vous que cela pourrait aussi être simplement un message adressé à la Russie? Je veux dire, on a souvent tendance à sous-estimer les capacités intellectuelles de nos dirigeants européens parce qu'on les prend pour des idiots finis. Mais peut-être qu'en réalité, ils jouent un jeu plus subtil. Et le fait d'emmener Stubb à Washington, en tant qu'Européens, pour dire « Regardez, Russie, si vous n'acceptez pas nos conditions, alors nous avons un autre théâtre pour vous. » Est-ce quelque chose que vous jugez envisageable? Non, je pense que la direction russe le sait déjà, grâce à nos déclarations et à celles de nos dirigeants, même d'avant. Le parti de la coalition nationale, ou Kokoomus, est, disons-le, russophobe depuis très longtemps. Je crois avoir mentionné ici aussi que j'ai été ami avec notre actuelle ministre des Affaires étrangères, Elina Valtonen,
pendant plusieurs années, 5 ans en fait. Et j'étais assez proche d'eux, enfin, de la direction du parti de la coalition nationale. Cela m'a profondément bouleversé de voir à quel point ces personnes sont incompétentes. Et je sais presque avec certitude que le président Alexander Stubb est un narcissique, d'après mes amis qui ont travaillé sous ses ordres. Donc, ce ne sont pas des personnes compétentes, en un sens. Mais je pense qu'ils sont des marionnettes, ils sont manipulés ici, qui jouent un jeu secret, plus sombre. Je pense que c'est la seule explication logique à tout cela. La stupidité n'explique pas tout. C'est tout simplement du mal, en un sens, enfin pas du mal pur, mais du mal tout de même, je pense. J'étais à une petite conférence il y a environ un mois à Cambridge, et il y avait là une ancienne agente de la CIA. Elle m'a dit, même lors du dîner d'introduction avant le début de la conférence, que nous devons démanteler la Russie. Et elle l'a répété. Voilà donc le plan des néoconservateurs, de la CIA, de l'État profond et de tous ces gens-là. En 2025, ils veulent toujours démanteler la Russie. Oui, ils le veulent. Et il y avait 2 autres néoconservateurs là-bas. L'un des points principaux, ou des idées principales de la conférence, était de comprendre quels étaient leurs objectifs. Et ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas de fin à cette guerre. Ils veulent vraiment une guerre perpétuelle, et ils veulent démanteler la Russie. C'était vraiment choquant à entendre, car auparavant, ça me semblait être une théorie du complot. Puis elle m'a dit, droit dans les yeux, « Nous devons démanteler la Russie. » J'ai pensé, d'accord, alors c'est vrai, c'est bien ce qu'ils visent. Et je ne connais pas exactement les acteurs ici, mais tous les pantins qui étaient à la Maison-Blanche, et je ne parle pas du président Trump, quelqu'un leur dit quoi faire. C'est une sorte de manigance, une sorte de plan. C'est la seule explication logique à mes yeux. Vous savez, il y a suffisamment de personnes qui partagent ce genre de convictions pour former une faction politique viable. Et cette faction politique existe. Ce sont les Blumenthal et... comment s'appelle l'autre? Désolé, l'autre sénateur, Lindsey Graham, et ainsi de suite. Oui, Lindsey Graham, oui. C'est ce groupe qui pousse pour ce genre de choses. Et c'est ce groupe qui soutiendrait cela. Et ce sont ces personnes dans les think tanks, etc., qui rédigent tous ces rapports. Ensuite, il y a les acolytes qui vont à la CIA et y travaillent, qui participent ensuite à ces conférences. Donc, c'est simplement un groupe naturel de personnes qui souhaitent voir un tel scénario se réaliser. Mais là, la question est de savoir s'ils sont encore assez puissants. Et je dirais, d'un point de vue purement stratégique, que les États-Unis eux-mêmes ne sont plus assez forts pour imposer cela. Ils ont perdu cette partie en Ukraine. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a encore des gens qui y croient et qui veulent continuer dans cette voie. Ont-ils maintenant une autre stratégie pour y parvenir? Parce que tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est produire l'effet inverse. Ils ont créé plus d'union entre les Russes, les Chinois, les BRICS, qu'il n'y en avait avant 2022, ce qui est exactement l'opposé de l'objectif de morceler le continent eurasien. Si l'on prend l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, il faut 2 blocs pour qu'une grande guerre éclate. D'un point de vue conspirationniste, cela pourrait être le but de certains, que nous ayons ces grands blocs. Mais si l'on ne considère pas cette hypothèse, alors ton explication est parfaite. Il n'y a aucune raison de créer une telle division. Et je pense qu'il y a une excellente vidéo, d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vue, qui compare la période où le président Trump a organisé le défilé militaire et celle où le président Xi en a organisé un en Chine, montrant la différence entre les soldats. Et tu sais, ma famille vient de l'Est. En fait, du côté de ma mère, ils sont très proches de la frontière, juste à côté du No Man's Land, en gros.
very close to the border, right next to the no man's land, basically. And I've lived there all my life and heard the stories. Et j'ai vécu là toute ma vie et entendu les histoires sur l'armée russe. Et jamais de ma vie, enfin, à l'âge adulte, je ne me suis réellement inquiété de la puissance militaire russe. Maintenant, oui, je pense que la Russie a constitué l'armée la plus puissante et redoutable que nous ayons vue depuis la Wehrmacht, l'armée de l'Allemagne nazie. Elle est vraiment très efficace. Et je crois que les gens interprètent à tort sa progression lente en Ukraine comme une sorte d'échec, mais il s'agit, selon moi, d'une stratégie de progression. Cela fait partie des négociations, je pense, de ce qu'ils font. Mais en tant que Finlandais ayant vécu juste à côté de la Russie, je m'inquiète désormais de la puissance militaire russe, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Oui, mais c'est aussi parce que tu es informé sur le sujet. Le problème, c'est que l'information générale que nous recevons en Europe reste, à ce jour, une pure contradiction. D'un côté, les Russes sont très faibles et, tu sais, mal organisés. La seule raison pour laquelle ils n'ont pas encore perdu, c'est parce qu'ils utilisent des vagues humaines, non? Ils sont juste 10 fois plus nombreux. Ils ne valorisent pas la vie. D'un autre côté, on nous dit aussi qu'il faut s'inquiéter qu'ils soient au Portugal demain s'ils ne sont pas arrêtés en Ukraine. Voilà encore le ton actuel. Et il y a une chose que personne ne dit jamais. Et tu sais, ma chère mère, elle écoute la radio tous les jours. Et elle se soucie beaucoup de ce massacre, parce qu'elle tient à la vie humaine, comme toute personne décente et normale. Et quand elle a dit « Oui, mais les Russes avancent très lentement », j'ai répondu « Oui, parce que les Russes mènent une guerre d'usure. » I said, yeah, because the Russians are fighting a war of attrition. They don't want to do, at least until recently, they didn't want to win a lot of. Ils ne veulent pas, du moins jusqu'à récemment, ils ne voulaient pas conquérir beaucoup de territoires. Ils voulaient simplement épuiser tout ce que l'OTAN pouvait leur opposer. Et ils y sont parvenus avec beaucoup de succès. Et sa réponse a été du genre « Oh, mais il faudrait que quelqu'un m'explique cela, à moi et à d'autres. » Ensuite, je veux dire, cela a parfaitement du sens, donc ce n'est toujours pas expliqué en ces termes. Seules des personnes comme nous, dans la sphère alternative, lisent réellement les sources russes et essaient de comprendre ce qu'ils font réellement. Et peut-être qu'on devrait ramener la discussion à la manière dont la Chine et la Russie coopèrent désormais. On les a vus récemment à Tianjin et à Pékin. Les changements dans la façon dont les acteurs non-européens et non-transatlantiques coopèrent évolue aussi à une vitesse effrayante, n'est-ce pas? Du point de vue européen. Oui, bien sûr. Oui, c'est le cas. Mais oui, c'était évident dès le départ, en fait, que cela arriverait. Et maintenant, j'ai lu 2 analyses très différentes sur le gazoduc Force de Sibérie 2, qui partirait des champs de Yamal, passerait par la Mongolie jusqu'en Chine. Certains analystes énergétiques écrivent que c'est la fin du gaz et du pétrole russe en Europe, du moins, à moins qu'il ne soit expédié depuis la Chine vers le reste du monde ou par voie maritime. Et donc, on observe cette grande coopération, mais je pense que ce sont la Russie et la Corée du Nord, et encore plus l'Inde et l'Iran, qui se rapprochent davantage que la Chine et la Russie. Je pense que la Chine et la Russie ont des points de vue quelque peu opposés sur certains sujets, mais il s'agit bien sûr d'une formation de blocs en permanence. Et as-tu entendu parler de, j'ai lu dans, je crois, 2 ou 3 sources que le président Trump a appelé le premier ministre indien à plusieurs reprises, la semaine dernière ou celle d'avant, et j'ai oublié son nom, mais il a refusé les appels. Oui. Oui, il a refusé les appels. Oui. Vous savez, c'est du sérieux. C'est juste. Le président des États-Unis appelle et vous ne répondez pas. C'est un affront de la part d'un pays en développement, de la part d'un premier ministre. Et puis c'est juste, l'ordre mondial vacille vraiment sous nos pieds. Et en gros, vous savez,
Trump a tout simplement fait exploser les 10 ou 15 dernières années de politique étrangère avec l'Inde, parce qu'ils essayaient évidemment d'instrumentaliser l'Inde pour l'utiliser contre la Chine dans le Pacifique. C'est pour cela que toute la région a été renommée Indo-Pacifique. C'est un terme américain, afin de la détacher de la mer de Chine orientale et méridionale, et ainsi de suite. Et tout cela a été réduit à néant à cause de ces tarifs douaniers stupides. C'est vraiment fascinant. Et vous savez, toute cette stratégie dans le Pacifique, qui avait été élaborée pour le Pacifique et pour la Chine, est maintenant sacrifiée sur l'autel, encore une fois, sur l'autel de l'Ukraine, dans le but de mettre une certaine pression sur la Russie, ce que les Indiens n'ont tout simplement plus accepté. Cela en dit aussi long sur la nouvelle perception de soi de l'Inde et du Sud global. Oui, c'est le cas. Cela change beaucoup de choses parce que l'Inde comprend qu'avec la Russie et la Chine, il s'agit de véritables partenaires. Avec les États-Unis, le rôle serait celui d'un esclave ou d'un serviteur, et ils ne veulent pas de cela. Donc bien sûr, quand on doit choisir entre ces options, c'est évident. Et la citation immortelle d'Henry Kissinger me vient aussi à l'esprit. Il est dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais est-il mortel d'en être l'ami? Cela entre aussi en jeu. Et le plus triste ici, c'est que maintenant Trump est en train de perdre cela, parce qu'il n'est pas disposé ou pas capable, pour une raison ou une autre, de faire les deux choses nécessaires en Ukraine pour obtenir la paix. Premièrement, il faut se débarrasser de Zelensky et choisir un candidat pro-russe. Deuxièmement, il faut annoncer les dirigeants d'Azov et tous ceux, les factions fascistes, le professeur qui était dans votre interview, le professeur. Vous voulez dire Nikolai Petro? Oui, comme il l'a dit, que des factions fascistes détiennent le pouvoir. Donc vous prévenez, la CIA les prévient, que s'ils provoquent des troubles en Ukraine après la transition de pouvoir, tous les dirigeants seront tués. Donc, tenez-vous à carreau ou vous perdrez le territoire. Il faut donc remplacer Zelensky, contrôler les factions fascistes, en les menaçant essentiellement de frappes décapitant leur chef. Et je pense qu'on aurait la paix en Ukraine en environ 1 mois. Je viens de lire une citation en arrivant ici, disant que le plan du président Trump est de mettre les principaux dirigeants dans la même pièce et de les amener à conclure un accord. Mais cela n'arrive pas si l'autre personne, Zelensky, en l'occurrence, a une peur mortelle. S'il fait quelque chose comme « D'accord, j'abandonne, je te donne ça », il risque probablement de se faire assassiner. Il faut donc le sortir de la présidence. Mais il y a je me souviens plus de son nom, mais un député ukrainien qui parle maintenant il faisait autrefois partie de l'administration Zelensky. Il explique très clairement ce qu'il faut faire pour parvenir à la paix avec la Russie. Donc il faut, oui. Donc il faut se débarrasser de Zelensky, le mettre à sa place et les choses avanceront. Et à la conférence, il y avait aussi Artem Mitrich. Tu sais qui c'est, non? C'est un membre du Parlement ukrainien, la Rada, qui est maintenant en exil en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Il a une histoire incroyable. Malheureusement, il ne parle pas anglais, mais je pense que si tu peux organiser un traducteur, c'est quelqu'un que tu devrais interviewer. Ce qu'il a dit, c'était une toute petite conférence, on était seulement 10, et ce qu'il a dit sur l'Ukraine confirmait en gros toutes les théories du complot qu'on a. L'argent va dans l'administration Zelensky. Les pertes sont énormes. Les hommes ukrainiens ne peuvent pas quitter le pays, et tout cela. Et c'est un vrai patriote qui a combattu les Russes dès le début. J'ai écrit à propos de son intervention à la conférence dans ma newsletter, donc tous ceux qui sont intéressés peuvent la retrouver là-bas. Mais il y a ces véritables partisans de l'Ukraine qui pourraient faire aboutir la paix. Mais tant que le président Trump ne sera pas prêt à faire ce qu'il faut pour changer Zelensky, la paix n'arrivera pas. Et je ne le comprends pas. Pourquoi ne le fait-il pas?
C'est simple. Il suffit de l'appeler et de lui dire, tu sais, Volodymyr, tu dois partir. Tu dois partir. Va à Miami, dans tes villas. Tu dois t'en aller. Et à partir de là, les choses s'enchaînent. Et ils ont la CIA. Ils savent comment, tu sais, provoquer un changement de régime. Oui, mais la question est de savoir s'il a vraiment assez de pouvoir, Donald Trump. Je veux dire, il est nominalement le président, bien sûr, et bien sûr, il nomme ses propres collaborateurs. Mais savoir si l'État profond qui est toujours en place le suivrait, si la CIA, dont on a besoin pour suivre, le ferait, ou s'ils utiliseraient tout le budget occulte qu'ils ont et que personne ne peut contrôler, ou si le Pentagone, qui n'a jamais réussi à passer un audit, verrait son argent réellement utilisé pour suivre cette direction, c'est une question totalement différente. Donc vous voyez, j'aimerais vraiment savoir si lors de sa discussion avec Vladimir Poutine, il lui a aussi dit « Écoute, il y a tout simplement des limites à ce que je peux réellement faire, même si je le voulais. » Et nous devons trouver le moyen de contourner mon propre parti belliciste. Et d'ailleurs, nous savons qu'en Russie aussi, il y a des gens qui voudraient utiliser beaucoup plus de puissance militaire, et que Vladimir Poutine gère constamment ces personnes, n'est-ce pas? Mais je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas certain qu'il le puisse, car la CIA sème le chaos en Ukraine, avec ou sans le consentement de l'administration, autant que je puisse en juger. Peut-être que tout cela, comme le dit Brian Berletic, non, tout fait partie du plan. On veut donner cette impression, mais en réalité, ça fait partie du plan, et nous n'en savons rien. Je pensais plutôt que c'est ainsi que cela devrait se passer techniquement. Il y a d'autres options. J'ai une théorie. J'ai cette théorie depuis la réunion à Anchorage. Le président Poutine et le président Trump ont un accord. Il était en deux parties. D'abord, je pense que le président Poutine a posé les règles du jeu, pour ainsi dire, leur plan, leurs menaces et ce qu'ils sont prêts à faire si la paix n'est pas trouvée en Ukraine. Et il y a une chose qu'il faut se rappeler à propos du président Poutine, c'est un dirigeant médiocre. Enfin, c'est un bon dirigeant, je pense, mais il est entre les libéraux et les durs russes. Oui, c'est un centriste. C'est le mot. Un dirigeant centriste. Mais il ne pourra pas résister indéfiniment à la pression des durs, surtout alors que les frappes ukrainiennes sur la Russie deviennent de plus en plus douloureuses. Et ils ont un plan pour capituler, pour pousser l'Ukraine à genoux, complètement. Ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont. La Russie a mené de nombreuses guerres. Et je pense qu'après la réunion d'Anchorage, la première chose qui s'est produite, eh bien, plusieurs témoignages disent que le président Trump et son entourage sont sortis de la réunion pâles et sous le choc. Donc je pense que, vous savez, c'était comme si Poutine leur avait dit ce qui allait se passer. Et Trump a probablement dit, d'accord, essayons d'abord cette voie. Je vais tenter de faire la paix par la négociation. Si cela échoue, faites ce que vous voulez. Et cela revient au fait que s'il voit qu'il ne peut pas surpasser l'état profond et le complexe militaro-industriel aux États-Unis, alors laissez les Russes s'en charger en Ukraine. Et je pense que nous avons vu les premiers signes de cela. Le risque, bien sûr, c'est la présence de soldats européens sur le terrain et tout ce que cela implique. Mais je ne pense pas que nous ayons beaucoup d'options. Il me semble qu'en avril ou en mars, j'ai publié une vidéo sur YouTube, m'adressant d'abord au président Trump, puis au président Poutine. Et j'ai dit, si le président Trump est incapable de trouver une voie vers la paix, président Poutine, vous devez pousser l'Ukraine à capituler pour sauver l'Europe. Beaucoup ne comprennent pas cette logique. Mais nous ne pouvons pas avoir des guerres qui font rage en Europe pendant des années, car elles finiront par se propager.
Il faut donc couper la tête du serpent, pour ainsi dire. Et justement, ce matin, j'ai aussi vu un sondage qui disait que 81% des Ukrainiens veulent que la guerre se termine maintenant. Seuls environ 18% ou quelque chose comme ça étaient pour sa poursuite. Et Zelensky ne fait rien. Il n'écoute pas son peuple. Il obéit simplement à la coalition européenne pour la guerre et ensuite aux factions fascistes, ou peu importe. Mais il faut se débarrasser de Zelensky. Même mes amis qui ont été pro-Ukraine depuis longtemps ont commencé à dire qu'il faut se débarrasser de Zelensky. Et ce sont des hommes en âge de combattre, pas comme moi, qui suis déjà, enfin, plus vraiment en âge de me battre. Mais c'est évident partout. Donc peut-être que c'est juste parce que le président Trump a dit « incapable de gérer, laissez les Russes s'en occuper ». Je ne sais pas. Je me demande, encore une fois, et pour ramener la question à votre pays, la Finlande, si les États-Unis et si le président voulait vraiment une désescalade sérieuse et essayait de l'obtenir par une décision politique, cela passerait, selon moi, par l'annulation de cet accord avec la Finlande et peut-être aussi avec la Suède. L'accord militaire. Il dirait « Non, 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 nos troupes s'en vont. Sortez, sortez de Finlande. 15 bases, vous les récupérez. Voilà. » Ce serait un signal politique très fort, et c'est quelque chose qu'il pourrait faire par décret. Il pourrait simplement le signer, n'est-ce pas, et retirer ses troupes en tant que chef des armées. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire par décret, car je pense que le bail est de 10 ans, et ce n'est pas si simple. Mais il pourrait entamer un dialogue avec la Russie. Comme nos anciens présidents, quoi qu'il se soit passé, ils ont dit « d'accord, j'irai à Moscou pour discuter ». Et Urho Kekkonen, lui, il allait au sauna et il buvait beaucoup. Donc je pense que, vous savez, la capacité du président Kekkonen à tenir l'alcool a, selon moi, sauvé beaucoup de choses en Europe, pour ainsi dire. Il y a beaucoup d'histoires sur la façon dont il emmenait les dirigeants russes au sauna en Finlande ou en Russie. Et il buvait beaucoup de vodka et il arrivait à le supporter et à prendre des décisions ensuite. Ce sont des histoires folles. La diplomatie a été notre plus grande force depuis longtemps. Oui, mais la diplomatie en Europe est à son niveau le plus bas depuis 600 ans, je dirais. Elle est dans la tombe. Donc, raviver la diplomatie européenne est peut-être la tâche la plus importante que nous ayons pour les 20 ou 30 prochaines années. Mais pour l'instant, ce n'est pas seulement qu'elle est en état de mort cérébrale. À ce stade, il nous faudrait un sort vaudou pour la ramener. Mais qu'en penses-tu pour conclure aussi? Quels sont les signaux que tu observes en Finlande en ce moment concernant l'avenir? Si tu compares 2025, l'ambiance en Finlande, avec, disons, 2022, juste après l'Ukraine, la peur et la panique générale vis-à-vis de la Russie ont-elles diminué, augmenté? Ou bien où en est l'état d'esprit général en Finlande en ce moment? La confiance a diminué et le doute grandit. Personne ne fait confiance à notre gouvernement. Très peu semblent faire confiance à notre président. Bien sûr, il y a ces partisans intransigeants et ces factions, disons les factions pro-Finlande, qui pensent que c'est une bonne chose. Mais quand je parle à mon cercle proche, le doute grandit. Mais il y a aussi la peur que la guerre arrive et que nous ne puissions pas l'arrêter. Mais à ce stade, je dirais qu'il est encore assez improbable que les Finlandais acceptent une guerre. Il faudrait un énorme coup monté sur le sol finlandais pour changer cela. Et c'est un peu ma crainte. En 1939, il y a eu un coup de feu à Mainila, qui était le coup monté de l'Union soviétique ayant déclenché la guerre d'hiver. Maintenant, je crains que nous approchions d'un coup monté de l'OTAN en Finlande. Parce que c'est la seule façon d'amener les Finlandais à se battre contre les Russes. Sinon, cela ne pourrait pas arriver. Mais la propagande belliciste continue sans relâche dans nos médias et partout ailleurs.
Même après la réunion d'Anchorage, je n'ai pas lu une seule note positive, ce qui est assez inédit. Avant, quand j'étais jeune, les dirigeants soviétiques, bien sûr, on se moquait un peu d'eux. Mais ces grands événements, les grandes négociations avec Reagan et tout ça, étaient vraiment couverts, avec autant de neutralité et de finlandisation que possible. Maintenant, c'est tout le contraire. Donc les médias et nos dirigeants nous poussent vers un conflit, mais le peuple commence à résister. Les Finlandais ne veulent tout simplement pas de guerre. C'est un fait. No, but we know there's also a majority of Ukrainians. Non, mais nous savons qu'une majorité d'Ukrainiens ne voulait pas de guerre. Une majorité d'Ukrainiens a élu Zelensky pour faire la paix. Mais la foutue faction belliciste de l'OTAN, les réseaux transatlantiques, ont réussi à pousser tout le monde sur ses baïonnettes. Donc la question avec la Finlande, c'est probablement de savoir s'il y a suffisamment de fous dans ces foutus réseaux qui penseront que si on pousse la Finlande parce que c'est un membre de l'OTAN, une fois qu'on a le faux drapeau, la guerre commencera. Et alors, parce que c'est un membre de l'OTAN, tout le monde doit venir, y compris les Américains, pour honorer l'article 5. C'est soit ça, soit l'OTAN tout entière est morte, non? Parce que ce sera le moment décisif. Si l'Amérique ne vient pas à ce moment-là, alors l'OTAN est tout simplement morte. Mais on pourrait vouloir sacrifier la Finlande sur cet autel, de la même manière que l'Ukraine a servi d'autel à l'étape précédente. Je veux dire, c'est une idée horrible, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des stratèges à l'OTAN qui envisagent de telles pensées. Ils le feront sûrement, et c'est une pensée inquiétante. Une chose m'est venue à l'esprit. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais tu pourrais probablement écrire un article sur l'histoire du Japon. Par exemple, sur la façon dont quelques chefs militaires seulement les ont entraînés dans une guerre très destructrice, qui n'a pris fin qu'avec l'utilisation de 2 bombes atomiques, des bombes nucléaires, sur les Japonais. Ce serait donc un bon exemple, car c'est ce que l'on observe partout, aussi bien en Finlande qu'au sein de l'OTAN. Tu sais, dans le leadership stratégique, ils flirtent clairement avec cette idée. Il y a certainement des gens, par exemple, j'ai rencontré les néoconservateurs lors d'une conférence, et il y a des personnes qui veulent vraiment cette guerre, qui détestent la Russie, ou qui, pour une raison ou une autre, souhaitent que cette guerre éclate. Et ce sont simplement les gens ordinaires. Nous, les qui devons résister, car ce sont effectivement nos vies qui sont en jeu. Oui. Ce que nous pouvons apprendre du cas japonais, c'est que les militaristes peuvent être un petit groupe, mais ils peuvent entraîner tout le monde dans la tombe, parce qu'ils ont besoin de tous et ne veulent pas se battre eux-mêmes. Alors ils continuent ainsi. Et ce n'est pas pour excuser ce que le Japon a fait. C'est simplement pour dire qu'un processus politique fracturé peut en réalité aider ces salauds ultra-violents à imposer leur volonté et à entraîner tout le monde avec eux. Parce qu'on élimine les autres options en s'assurant que l'autre camp utilisera aussi des armes, n'est-ce pas? Pour se défendre, ce qu'ils font, c'est, oui, des perspectives effrayantes. Mais peut-être, toute dernière chose, penses-tu qu'il y ait quelque chose d'important que nous n'avons pas encore abordé et qu'il faudrait surveiller dans les prochains mois? Qu'est-ce que tu gardes à l'œil? Je dirais, regardez ce que fait la Russie en Ukraine. Si un plan visant à décapiter la direction ukrainienne a été mis en œuvre, nous le verrons. Nous le verrons quand il commencera. Les plus grandes frappes aériennes que nous avons vues il y a environ une semaine, je pense que ça pourrait en être le prélude. Envisagez également la possibilité qu'il existe un accord entre Poutine et Trump et que la Russie va entamer le processus de décapitation qui, selon les comptes Telegram russes ou ceux qui spéculent sur ces sujets, durerait 60 jours. Désolé, j'ai dit que c'était la dernière question. Mais je viens de me rappeler que je remarque en ce moment une chose étrange. Sur Twitter,
je vois beaucoup de comptes ukrainiens ou pro-ukrainiens affirmer que l'Ukraine a détruit encore 1% de la production pétrolière russe, puis encore 3% détruit. Et je ne lis rien à ce sujet dans les médias russes. Je n'en lis rien non plus dans d'autres médias, soit parce qu'ils ne veulent pas l'admettre, soit parce que cela n'est pas arrivé. Quelle est votre analyse? L'Ukraine porte-t-elle actuellement un coup réel à l'industrie pétrolière russe? Je pense qu'on y arrive. D'après ce que j'entends, il y a une censure militaire assez forte en Russie. Lorsqu'il y a ces frappes, l'Internet est pratiquement coupé pendant 1 heure ou quelque chose comme ça. Donc cela se produit déjà. La Russie s'est préparée à un conflit militaire sérieux. Mais d'après ce que j'entends et lis, les frappes des forces armées ukrainiennes en Russie deviennent de plus en plus douloureuses et atteignent de plus en plus loin. Donc je pense que cela se passe, mais il faut comprendre que la Russie est maintenant sous une lourde censure de guerre militaire. Donc vous savez, ce que nous recevons de là-bas n'est qu'une fraction de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. D'accord, d'accord. Merci pour cette analyse, Tuomas Malinen. Pour les personnes qui souhaitent vous suivre, elles devraient aller sur votre Substack et vous trouver sur Twitter/X. Y a-t-il un autre endroit où l'on peut vous trouver? Je pense que ce sont les principaux. J'ai une petite chaîne YouTube, mais je n'ai pas vraiment le temps d'y enregistrer des vidéos. Mais mon Substack, Tuomas Malinen, Geopol and the Economy, et GNS Economics, bien sûr, c'est l'autre. Vous pouvez donc aussi le trouver sur Substack. Les liens sont dans la description ci-dessous. Thomas, merci beaucoup pour votre jour. Mislim.